Pendant 5 longues années, Armand et Monique vécurent dans la douleur. Mariés jeunes et pleins d'espoir, ils attendaient un enfant, mais rien ne venait. Les larmes coulèrent souvent la nuit, quand Monique, recroquevillée dans les bras de son mari, demandait « Pourquoi moi ? Pourquoi toutes les autres femmes et pas moi ?» Leurs prières montaient vers le ciel chaque jour. Pourtant, au lieu de réconfort, c'étaient les moqueries qui pleuvaient. Dans le quartier, on chuchotait sur leur passage. À l'église, certaines femmes la pointèrent du doigt. On l'appelait « la femme stérile ». Une fois, une voisine osa lui lancer en face « Tu n'es même pas une vraie femme. Si tu étais une femme, ton mari aurait déjà des enfants. » Monique emporta la cicatrice dans son cœur. Elle pensa même un jour à en finir, tant la honte lui paraissait insupportable. Mais Armand, son mari, resta son pilier. Inébranlable, il lui répétait « Un jour Dieu nous visitera, et quand ce jour viendra, nos larmes seront changées en rire. » Et ce jour arriva enfin. Après 5 années d'attente, de larmes et de prières, Monique sentit les premiers signes d'une nouvelle vie en elle. Le test confirma ce que son cœur espérait depuis si longtemps. Elle était enceinte. Ce fut une joie indescriptible. Armand en pleura de bonheur, serrant sa femme contre lui. La nouvelle se répandit rapidement. Ceux qui jadis l'avaient traitée de stérile changèrent brusquement de discours. Les femmes qui la pointèrent du doigt vinrent la féliciter. Monique, qui avait autrefois baissé la tête sous les moqueries, marchait désormais la tête haute, le visage rayonnant. Chaque matin, elle remerciait Dieu en caressant doucement son ventre, promettant de protéger l'enfant qu'elle portait. Les 9 mois furent pleins d'émotions, de soins attentifs, de précautions. Armand veillait sur elle avec une tendresse particulière, la couvrant d'attention, surveillant son alimentation, l'accompagnant aux rendez-vous médicaux. Puis enfin, le grand jour arriva. Un cri nouveau résonna dans leur maison, brisant à jamais les années de silence et de douleur. Dieu avait accompli sa promesse. Monique mit au monde une petite fille. Ils appelèrent leur enfant Noëlla. À partir de cet instant, leur maison devint un sanctuaire de gratitude. Chaque sourire de Noëlla était pour eux un miracle vivant. Elle était leur trésor, leur espoir, leur victoire sur l'adversité. Un soir, après le dîner, Noëlla s'endormit profondément au milieu du lit conjugal. Armand la regardait dormir, ses yeux brillants d'émotion. « Pourquoi souris-tu ainsi ?» demanda Monique, attendrie. « Parce que je n'oublie pas d'où nous venons, » répondit-il. « Qui aurait cru que je serais un jour père ?» Monique hocha la tête, les larmes aux yeux. « Moi, on m'appelait la stérile, on me montrait du doigt. Mais regarde aujourd'hui, Dieu nous a donné notre princesse. » Ils restèrent un long moment à contempler leur fille, jusqu'à ce qu'Armand éteigne la lumière. Ils s'endormirent le cœur rempli de reconnaissance. Les années passèrent, et Noëlla grandit dans la joie et la tendresse de ses parents. Vive et curieuse, elle remplissait la maison de rires et de chansons enfantines. Son sourire dissipait les souvenirs douloureux des années d'attente, et chaque progrès de leur fille était pour Monique et Armand une nouvelle victoire. À seulement 3 ans, elle entra à l'école maternelle. Monique se souvenait encore de ce premier matin où elle l'avait accompagnée, la main tremblante mais le cœur fier. Peu à peu, Noëlla s'adapta, et bientôt, c'était elle qui courait vers la porte chaque matin, impatiente de rejoindre ses camarades. À 5 ans, la fillette était devenue une élève appliquée, aimée de ses enseignants pour sa gentillesse et son intelligence. Armand et Monique la regardaient grandir avec émerveillement, remerciant chaque jour Dieu pour ce cadeau inestimable. Mais le destin, silencieusement, préparait une épreuve. Le lendemain d'un soir paisible, Armand était tellement absorbé par son travail qu'il en oublia l'heure de sortie de Noëlla. Comme chaque fin de semaine, c'était lui qui devait aller la chercher à l'école. Mais déjà 40 minutes s'étaient écoulées après la fermeture, et il n'était toujours pas allé la prendre. Monique, d'abord patiente, pensa qu'il s'agissait peut-être d'un embouteillage. Mais au fil des minutes, son inquiétude grandissait. Finalement, elle appela son mari au téléphone. Armand, surpris, regarda l'heure. Presque 1 heure s'était écoulée après la sortie des classes. Paniqué, il supplia sa femme d'aller chercher Noëlla à sa place, car il était encore bloqué par ses dossiers. Sans perdre de temps, Monique laissa tomber ce qu'elle faisait et prit la route de l'école.
Elle était déjà 55 minutes en retard. Elle monta dans un taxi, mais à peine 5 minutes plus tard, la circulation se figea. Le trafic était si dense qu'elle décida de descendre et de chercher une mototaxi, plus rapide dans les embouteillages. Après avoir marché rapidement quelques instants, elle arrêta une moto. Mais au moment de grimper dessus, un détail glaça son sang. Elle avait oublié son sac dans le taxi, son sac qui contenait son téléphone et son argent. La panique la saisit. Devait-elle courir après le taxi ou continuer vers l'école? Désemparée, elle renvoya la moto et fit demi-tour en vitesse pour tenter de retrouver le taxi. Pendant ce temps, à l'école, Noëlla était assise dehors avec quelques camarades dont les parents tardaient aussi à arriver. Un à un, les enfants partaient, certains avec leurs frères et sœurs plus âgés, d'autres avec leurs parents venus les chercher. Noëlla, elle, restait seule, le regard perdu. Elle se demandait si son père l'avait oubliée. « Noëlla, ton papa ne viendra pas aujourd'hui ?» lança une de ses camarades en s'éloignant avec sa mère. Ces mots lui transpercèrent le cœur. Elle ne répondit pas. Elle se leva doucement, serra son petit sac contre elle et, pour la première fois de sa vie, décida de rentrer seule à la maison. Elle marcha quelques minutes, son petit sac au dos tenant sa gourde d'eau à main. Mais soudain, la gourde lui échappa et roula au milieu de la route. Sans réfléchir, Noëlla fit un pas pour la ramasser. « Petite, attention !» cria une voix au loin. Trop tard. Une voiture surgit à vive allure. Le chauffeur freina de toutes ses forces, mais le choc fut inévitable. Un cri retentit. Le corps frêle de Noëlla fut projeté contre le pare-choc. L'homme au volant, paniqué, sortit précipitamment. Voyant la petite gisante au sol, ensanglantée et à peine consciente, il n'attendit pas que la foule s'attroupe. Il la souleva dans ses bras, la posa sur le siège arrière et démarra en trombe, priant de toutes ses forces qu'elle survive jusqu'à l'hôpital. Monique, de son côté, marchait d'un pas pressé, cherchant désespérément le taxi dans lequel elle avait oublié son sac. Mais en observant les véhicules qui faisaient demi-tour pour contourner l'embouteillage, elle comprit qu'il était déjà loin. Elle porta les mains à sa tête, bouleversée. Plus de téléphone, plus d'argent, et Noëlla qui l'attendait toujours. Incapable de payer une moto, elle prit la décision de se rendre à pied jusqu'à l'école. Elle trouverait bien un moyen d'appeler son mari une fois sur place. Sous le soleil brûlant, elle pressa le pas, le souffle court, espérant arriver à temps. Quand elle atteignit enfin le portail de l'école, elle était en sueur, comme si elle avait couru un marathon. Mais l'endroit était calme, bien trop calme pour cette heure. Son seul espoir était que Noëlla soit encore à l'intérieur. Voyant que le portail n'était pas fermé, elle s'avança, quand la directrice sortit avec un cadenas à la main. « Bonjour madame », dit Monique en essayant de sourire malgré sa peur. « Bonjour. Mais pourquoi es-tu dans un tel état ?» répondit la directrice, étonnée. « Excusez-moi, je suis si en retard. Est-ce qu'il reste encore des enfants à l'intérieur ?» demanda Monique, le regard inquiet. « Non, il est déjà 16 heures, tout le monde est parti. » Le cœur de Monique se serra. « Et ma fille, Noëlla ?» La directrice la regarda, interloquée. « Mais elle n'est plus là non plus. Pourquoi ne pas appeler ton mari? C'est souvent lui qui la récupère. » Monique secoua la tête. « Impossible. Je connais mon mari. Il ne m'aurait jamais demandé de venir si lui-même l'avait déjà prise. Et mon téléphone, je l'ai oublié dans un bus. » La directrice, voyant l'angoisse de Monique, sortit son propre téléphone et lui tendit. Monique saisit le téléphone de la directrice et composa aussitôt le numéro de son mari. Armand décrocha immédiatement. « Armand, est-ce que tu as pris Noëlla ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. À l'autre bout du fil, Armand resta figé. « Quoi ? Non. J'ai essayé de t'appeler plusieurs fois, mais tu ne répondais pas. Je pensais que tu étais déjà rentré avec elle. Attends, tu veux dire qu'elle n'est pas avec toi ?» Les jambes de Monique faiblirent. « Armand, notre fille n'est plus à l'école. » Le silence d'Armand ne dura qu'une seconde avant qu'il ne s'écrie. « J'arrive tout de suite !» Il raccrocha précipitamment. Monique sentit les larmes lui monter aux yeux. « Où est ma fille ? Où est Noëlla ?» demanda-t-elle à la directrice, la voix brisée. La directrice,
Désemparé, appela aussitôt l'enseignante responsable de la classe de Noëlla et lui demanda de revenir à l'école. Monique, elle, ne cessait de marcher de long en large, les yeux noyés de larmes, le cœur au bord de l'explosion. Quelques minutes plus tard, l'enseignante arriva, essoufflée. « J'ai vu Noëlla tout à l'heure », expliqua-t-elle. Elle attendait assise avec sa meilleure amie Anita. La maman d'Anita est venue chercher sa fille. Puis je n'ai plus revu Noëlla. J'ai cru que son père était arrivé. Monique blêmit. Alors, personne ne l'a prise ? L'enseignante sortit son téléphone pour appeler la maman d'Anita et vérifier si Noëlla n'était pas partie avec elle. Mais avant qu'elle n'ait pu composer le numéro, Armand arriva en trombe sur une moto, le visage bouleversé. Au même moment, le téléphone de la directrice sonna. Elle décrocha et une voix grave dit « Madame, je crois qu'une de vos élèves vient d'avoir un accident. » La directrice sentit ses mains trembler. La description de l'enfant correspondait à Noëlla. La directrice resta un instant figée, le téléphone tremblant dans sa main. Elle avait envie de taire ce qu'elle venait d'entendre, mais les yeux humides de Monique et le regard pressant d'Armand ne lui laissaient pas le choix. Elle s'approcha lentement et dit d'une voix hésitante « Je viens de recevoir un appel. On m'a signalé qu'une de nos élèves a eu un accident il y a quelques minutes. La description correspond à Noëlla. »« Quoi ?» s'écria Monique en courant vers elle. « Où ça ? Où est ma fille ? » ?»« Pas loin d'ici, » balbutia la directrice. Monique n'attendit pas plus d'explications. Elle se mit à courir dans la direction indiquée, suivie d'Armand qui accourait derrière elle. Son cœur battait à tout rompre. Quand ils arrivèrent sur les lieux, des témoins leur expliquèrent qu'un homme avait percuté la fillette avec sa voiture, mais avant que la foule ne se rassemble, il l'avait prise dans ses bras, l'avait mise dans son véhicule et avait filé à toute vitesse. « Peut-être l'a-t-il emmenée à l'hôpital », dit un passant. Sans perdre une seconde, Armand héla un taxi. Monique s'y engouffra en pleurs. La directrice et l'enseignante montèrent aussi. Tous prièrent en silence que Noëlla soit encore en vie. Le taxi fonçait à toute allure. Monique, serrée contre Armand, sanglotait sans pouvoir s'arrêter. « Seigneur, garde ma fille en vie, je t'en supplie » répétait-elle. Arrivée au premier hôpital, Monique fut la première à se précipiter à l'intérieur. « Excusez-moi, une petite fille en uniforme scolaire a-t-elle été amenée ici après un accident ?» demanda-t-elle, haletante. Les infirmières consultèrent leur registre, secouèrent la tête. « Non, madame, rien de tel aujourd'hui. » Le cœur de Monique se serra. Sans attendre, ils remontèrent dans le taxi et filèrent vers un deuxième hôpital. Là encore, la réponse fut négative. Le désespoir grandissait. Monique tremblait, ses mains glacées. Armand la tenait par les épaules, mais ses propres yeux trahissèrent la peur. Enfin, au troisième hôpital, l'accueil fut différent. Après avoir décrit la fillette, une infirmière leur dit « Attendez un instant. Une enfant correspondant à cette description a effectivement été admise il y a peu. » Monique sentit ses jambes flancher. Pour la première fois depuis le drame, une lueur d'espoir jaillissait. On leur demanda de patienter dans le hall. Monique et Armand se tinrent la main, les yeux rivés sur la porte par laquelle devait sortir le médecin. Chaque minute paraissait une éternité. Enfin, un docteur apparut. Monique se leva d'un bond. « Docteur, où est ma fille ? Est-elle vivante ? Pitié, laissez-nous la voir. » Le médecin les observa longuement, son visage marqué par la gravité. « Vous êtes bien les parents de la fillette ? » demanda-t-il. « Oui, oui, » répondirent-ils d'une seule voix, le souffle coupé. Le docteur baissa la tête, puis dit d'une voix lourde « Votre fille a été victime d'un très grave accident. » Le docteur soupira, le regard sombre. « Lorsque votre fille a été amenée ici, elle saignait abondamment de la tête. J'ai d'abord pensé qu'il ne s'agissait que d'une blessure externe. Mais après un examen approfondi, nous avons découvert qu'elle souffre d'une hémorragie interne au cerveau. » Monique poussa un cri étouffé. « Mon Dieu. Non, pas ma fille. » Elle voulut courir vers l'intérieur, mais le médecin leva la main. « Écoutez-moi bien. Nous avons réussi à stabiliser un peu son état grâce à des injections et à certains médicaments, mais notre hôpital n'a pas les équipements nécessaires pour pratiquer une opération aussi délicate. » Armand, le souffle court, s'avança d'un pas. « Alors, que va-t-il se passer ? »
Le médecin détourna le regard. L'homme qui l'a amené ici a pris une décision. Il a demandé à l'emmener dans une grande ville, dans un hôpital mieux équipé, où elle pourra être opérée. Monique s'agrippa au bras de son mari, son visage couvert de larmes. Quelle ville? Où exactement? Donnez-nous son nom, son numéro. Je suis désolé, répondit le médecin d'une voix faible. Je ne connais pas sa ville d'origine. Je n'ai pas non plus ses coordonnées. Il est parti en urgence, avec l'enfant. À ces mots, Monique tourna la tête vers Armand. Ses yeux s'emplirent de désespoir. Puis, incapable de supporter la douleur, elle s'effondra au sol, évanouie. Quand Monique reprit connaissance, elle se mit à pleurer à chaudes larmes, criant le nom de sa fille. « Pourquoi, Seigneur? Pourquoi Noëlla? Après 5 années d'attente, tu m'as donné cet enfant, et maintenant, tu veux me l'arracher ?» Armand tenta de la consoler, lui tenant fermement les épaules pour l'empêcher de s'effondrer à nouveau. Mais lui aussi était détruit intérieurement. Sa princesse, son unique enfant, avait disparu dans les mains d'un inconnu. La directrice et l'enseignante, bouleversées, restaient silencieuses. Elles regrettaient amèrement que la fillette ait pu s'égarer sous leur surveillance. La nuit tombait déjà, et il fallut convaincre Monique de rentrer. Elle refusait d'abord, disant qu'elle ne rentrerait pas tant qu'on ne lui rendrait pas son enfant. Mais Armand finit par la persuader de rentrer à la maison, le cœur lourd. Sur le chemin du retour, Monique, muette, fixait le vide comme si on lui avait arraché une partie d'elle-même. Une fois rentrée, Armand commença à téléphoner partout, signalant la disparition de leur fille, créant l'alerte. Il voulait aussi se rendre à la police, mais il ne pouvait laisser Monique seule dans cet état. Elle, assise dans le salon, paraissait brisée, incapable de bouger. Après quelques instants, elle se leva lentement, monta dans la chambre et tomba à genoux. « Seigneur, je sais que tu ne laisseras pas mourir l'unique enfant que tu m'as donné. Où qu'elle soit, protège-la, guéris-la. Je t'en supplie. » Armand, ému aux larmes, s'agenouilla à ses côtés et pria avec elle. Mais au fond de lui, 1000 questions le hantaient. Qui avait pris leur fille? Pourquoi l'avoir emmenée loin sans leur consentement? Était-elle vraiment en sécurité? Pendant ce temps, dans la grande ville, Ibrahim, l'homme qui avait heurté la petite Noëlla, veillait dans le couloir de l'hôpital. Après des heures d'attente et d'angoisse, le chirurgien sortit enfin du bloc opératoire. Le visage fatigué mais rassurant, il déclara « Grâce à Dieu, l'opération a réussi. La fillette est hors de danger. » Ibrahim joignit les mains, les larmes aux yeux. « Merci Seigneur. » Son épouse Tina, arrivée plus tôt dans la soirée, éclata elle aussi en sanglots de soulagement. Ils avaient prié de tout leur cœur pour qu'elle survive. Mais le médecin précisa aussitôt « Elle aura besoin de beaucoup de repos. Elle risque de perdre une partie de sa mémoire. Et sa parole sera peut-être affectée un moment. Avec le temps et beaucoup d'amour, elle pourra retrouver ses forces. » Tina demanda d'une voix douce « Pouvons-nous la voir ?»« Oui. Mais s'il vous plaît, pas trop de bruit. Elle a besoin de calme. » Ils entrèrent alors dans la chambre. Là, sur le lit blanc, Noëlla reposait, la tête bandée, un visage pâle et fragile. En la voyant ainsi, Tina sentit ses larmes couler sans retenue. Elle s'approcha, caressa doucement la main de la fillette et dit d'une voix tremblante « Comme elle est belle, comme elle est précieuse. » Ibrahim posa une main sur son épaule, ému lui aussi. « Oui, ses parents doivent être des gens bénis pour avoir une fille comme elle. » Mais en prononçant ces mots, Tina sentit un serrement dans sa poitrine. Ses yeux restèrent fixés sur la petite, comme si un lien invisible venait de se tisser entre elles. En observant Noëlla endormie sur le lit d'hôpital, Tina ne put retenir ses larmes. Son esprit retourna brutalement vers son propre passé. Des années plus tôt, après leur mariage, elle et Ibrahim avaient attendu avec impatience l'arrivée de leur premier enfant. La joie avait été immense lorsqu'elle était tombée enceinte. Mais cette grossesse s'était terminée par une fausse couche, une douleur qu'elle n'avait jamais oubliée. Quelques mois plus tard, elle avait de nouveau conçu. Cette fois, elle avait suivi scrupuleusement toutes les recommandations médicales, évitant le moindre risque.
Finalement, elle avait donné naissance à un magnifique petit garçon qu'ils avaient appelé Junior. Junior était leur fierté, leur trésor. C'était un enfant vif, intelligent, admiré par tous. Mais un jour, il tomba malade. Emmené à l'hôpital, il retrouva la santé après quelques soins. Pourtant, les rechutes se répétèrent. Chaque semaine, Junior tombe à nouveau malade. Au début, Ibrahim et Tina ne s'inquiétèrent pas outre mesure, puisqu'ils avaient les moyens de payer les traitements. Mais bientôt, l'état de leur fils s'aggrava. Il perdit du poids, son visage devint pâle et ses forces s'amenuisaient. Inquiets, ils décidèrent de changer d'hôpital. Là, après de longs examens, le médecin leur annonça une nouvelle déchirante. « Votre fils souffre de leucémie. Son cas est déjà très avancé. Préparez-vous au pire. » Le monde de Ibrahim et Tina s'effondra. Ils allèrent passer leurs derniers instants auprès de leur fils. Junior les regarda avec un faible sourire, ses doigts serrant ceux de sa mère. Et soudain, son souffle s'éteignit. Tina s'était effondrée en hurlant, serrant le corps de son enfant contre elle, refusant d'accepter l'inévitable. Depuis ce jour, un vide immense hantait son cœur. Et à présent, en voyant Noëlla, si fragile sur ce lit, ce vide semblait trouver une nouvelle cible pour s'accrocher. En voyant Noëlla étendue, la tête bandée, Tina sentit son cœur se déchirer. L'image de son fils Junior sur son lit de mort lui revint en plein visage. Elle éclata en sanglots et serra la main de la fillette comme si elle voulait empêcher la vie de s'échapper encore une fois. Ibrahim, et si cette petite était le seul enfant de ses parents, comme Junior l'était pour nous, dit-elle, la voix brisée. Comment survivront-ils à son absence? Ibrahim l'enlaça pour la consoler. Ne t'inquiète pas, Tina. Demain matin, je retournerai dans la ville où j'ai eu l'accident. Grâce à son uniforme d'école, je pourrai retrouver ses parents. Je leur rendrai leur fille. Tina ne répondit pas, même si ses yeux restèrent fixés sur Noëlla, pleins d'une tendresse silencieuse. Le lendemain, de bonne heure, pendant que Noëlla reposait encore dans son lit d'hôpital, Ibrahim se rendit vers sa voiture et prit la route. Ibrahim roulait en direction de la ville où l'accident avait eu lieu. Dans son esprit, tout était clair. Grâce à l'uniforme de Noëlla, qu'il avait soigneusement plié la veille et déposé à l'arrière du véhicule, il retrouverait rapidement son école et donc ses parents. Mais en jetant un coup d'œil à l'arrière du siège, son cœur s'arrêta. L'uniforme n'y était plus. Pris de panique, il s'arrêta brusquement sur le bas-côté. Il fouilla partout, sous les sièges, dans le coffre, jusque dans les recoins de la voiture. Rien. L'uniforme avait disparu. Il resta un moment immobile, les mains tremblantes sur le volant. Était-ce un oubli? Ou quelqu'un avait-il délibérément pris le vêtement? Ibrahim, le front en sueur, resta longtemps assis derrière son volant, les yeux fixés sur l'arrière de la voiture vide. Mais comment? L'uniforme était là hier soir. Qui a bien pu le prendre? Pensa-t-il, le souffle court. Cet uniforme était sa seule piste, son seul espoir de retrouver les parents de Noëlla. Et maintenant, il avait disparu, comme si quelqu'un voulait effacer toute trace du passé de la fillette. Pendant ce temps, à l'hôpital, Tina caressait tendrement les cheveux de l'enfant endormi. Ses yeux brillaient d'un mélange de douleur et de soulagement. Depuis la mort de Junior, son cœur n'était qu'un désert de solitude. Mais devant Noëlla, ce vide semblait trouver un nouveau refuge. Elle serra doucement la petite main bandée et murmura « Personne ne te prendra. Tu es mon espoir, mon cadeau. » Un silence pesant envahit la chambre. Deux destins avançaient désormais en parallèle, celui d'un homme en quête de vérité et celui d'une femme prête à tout pour combler son vide. Alors qu'Ibrahim reprenait la route, 1000 questions l'assaillaient. Qui avait fait disparaître l'uniforme? Tina comptait-elle vraiment rendre Noëlla à ses parents ou cachait-elle une intention plus sombre? Mais une question reste sans réponse. Armand et Monique parviendront-ils finalement à retrouver leur fille? Chers spectateurs, chers parents, souvenez-vous, un rendez-vous manqué se rattrape, une affaire perdue se reconstruit. Mais la vie d'un enfant, elle, ne revient jamais. Rien n'est plus précieux que leur sécurité, et rien ne doit passer avant eux. Et n'oubliez jamais, si nous nous battons chaque jour dans ce monde difficile, c'est avant tout pour nos enfants. Tout ce que nous faisons
n'a de sens que si leur sécurité est garantie, car ils sont l'avenir et la raison même de nos efforts. Si cette histoire vous a touché, montrez-le en laissant un pouce bleu sur cette vidéo, en la partageant pour éveiller d'autres consciences et surtout, abonnez-vous à HD Story pour ne pas manquer la suite.